Le reptilarium, véritable sanctuaire dédié aux reptiles, abrite une multitude d'espèces fascinantes. Ces animaux, souvent méconnus et mal compris, jouent pourtant un rôle important dans l'équilibre écologique de notre planète. Nous sommes allés à la rencontre du créateur du reptilarium, passionné de reptiles, qui nous a fait découvrir ce monde à la fois effrayant et essentiel. Bonjour professeur Gay. Bonjour Madame Sadio. Vous allez bien? Oui, ça va bien, oui. Je suis très contente d'être là aujourd'hui. Oui. Alors, c'est le reptilarium ou le vivarium? C'est le reptilarium. Voilà. Le reptilarium. Le reptilarium, oui. Alors, aujourd'hui, nous sommes au reptilarium de Anne, qui se situe au parc Anne, et on va découvrir ce que c'est que le reptilarium. Bienvenue, suivez-nous. Voilà. Notre guide, M. Falougué, nous accueille chaleureusement dans son reptilarium. Tout au long de notre visite, il a partagé avec nous ses connaissances approfondies sur chaque reptile présent dans cet établissement. Commençons notre périple avec le varan, un reptile imposant et curieux. C'est une espèce de grand lézard appartenant à la famille Varanidae et est originaire d'Afrique, d'Asie, d'Amérique et d'Océanie. Il se distingue des lézards dû par son long cou, son crâne triangulaire, sa langue bifide, trapu avec des dents et des griffes acérées, il peut mesurer de 20 cm à 3 mètres. Le professeur Falougué nous explique que malgré son apparence intimidante, le varan joue un rôle dans la régulation des populations de crocodiles, de rongeurs et d'insectes. Les varans aquatiques, ce qu'on appelle bar en wolof, oui, il a une capacité très énorme parce que c'est le seul animal qui peut diminuer la naissance des crocodiles. Parce que quand les crocodiles creusent, ils pondent des œufs. Le varan, au bout de la langue, il a deux antennes. Il peut détecter, c'est l'antenne droite qui pose la question, là où se trouvent les œufs. En remettant dans le palais, le cerveau, il peut savoir, il peut détecter là où se trouvent les œufs des crocodiles. Il déterre les œufs, il diminue, il boit le liquide, après il va jeter la coque pour régulariser la naissance des crocos. Parce que s'il n'y avait pas ces varans-là, les crocodiles seront très nombreux, ils vont se manger entre eux. Il est très rapide, il est très intelligent et il a la capacité de déterrer les œufs enterrés par les crocodiles. En se nourrissant de rongeurs et d'insectes, le varan contribue à prévenir les épidémies et à maintenir l'équilibre des populations dans son environnement naturel. Nous continuons notre découverte avec le majestueux crocodile. Il dispose de mâchoires redoutables. La force de sa morsure est d'environ 22 000 newtons. Un prédateur redoutable et pourtant indispensable pour maintenir l'équilibre des écosystèmes aquatiques. C'est un animal qui peut arriver jusqu'à 7 mètres de long. Oui. À 7 mètres, il peut avoir un poids de 1200 kg. Il est très puissant, il a 7 muscles sur le cou. Il ouvre les mâchoires avec un seul muscle, mais quand il ferme avec les 6, avec une pression de 1200 tonnes. La pression qu'il ferme quand il arrive à 7 mètres, j'ai bien dit. Donc c'est un animal qui vit de 70 à 100 ans, mais très très puissant. Il pond des œufs et il creuse, il pond, après il pond des œufs. À 2 mois et demi, ça commence à éclore. Il ouvre les mâchoires. Sous cette mâchoire-là, il a une poche pour transporter ses bébés dans l'eau. Il les fait une surveillance de 8 mois. Après 8 mois, bon, le petit bébé crocodile a compris les dangers. Il le laisse libre, il est libre. Ici, on a des générations de 3 ans, de 2 ans et de 1 an. Cette génération-là, il a 1 an. Voilà. C'est comme ça qu'il ouvre avec un seul muscle, mais il ferme avec 6 muscles. Notre prochaine rencontre est avec le python de Séba, un serpent de grande taille et potentiellement dangereux. Sa taille varie de 4 à 6 mètres. Il peut même aller jusqu'à 7,50 m de long et peut dépasser les 100 kg. On le rencontre en Afrique tropicale et centrale jusqu'au sud du Sahara. Connu pour être agressif, au lieu de fuir devant le danger, il est toujours prêt à attaquer. Ici, ils sont au nombre de 6 dans cette cage-là. Ah, ils sont 6? Ils sont 6 à l'intérieur. Donc là, il y en a 3. Oui, exactement. Ils sont entremêlés? Oui, ils sont en train de se chauffer parce que c'est des animaux à sang froid, mais ils ne sont pas venimeux. Monsieur Gay nous rappelle que malgré sa dangerosité,
Ce serpent est un prédateur essentiel pour la régulation des populations de rongeurs. Le python de Séba, grâce à sa puissante constrictor, aide à prévenir les proliférations de rongeurs, préservant ainsi les récoltes et limitant les risques sanitaires. C'est le château des serpents. Bon, ça c'est la vie du serpent, vous voyez. Celui-là, il a bien mangé, il a avalé une grande souris. Maintenant, il peut rester 3 semaines. Et ici, dans le reptilarium, quand on voit le serpent qui bouge, ça veut dire qu'il est en train de chercher. Ici, on a des élevages de souris. On lui donne la souris, il mange, il peut rester 3 semaines sans bouger. Parce que comme leur sortie est un danger, quand il sort, les personnes peuvent tuer le serpent ou le serpent mordre les personnes. Donc le bon Dieu l'a créé qu'il peut rester 3 semaines sans sortir. Donc vous voyez les photos là, les serpents ne sont pas stressés. Et il y a un système étudié de circulation du vent. C'est un serpent qui vit jusqu'à de 30 à 40 ans. Voilà, mais celui-là, il n'a aucun venin. Il n'a aucun venin, il n'est pas venu. Alors, et comment est-ce qu'il prend ses proies? Il les étrangle aussi? Il les étrangle. Ça, c'est un petit python de Séba. Nous découvrons aussi des serpents pas dangereux tels que le sibylan et le boïdon, un serpent fascinant. Celui-là, c'est le sibylan. Tu vois, la morsure de ce serpent-là, il y a beaucoup de sang, ça va. Parce que si le serpent est venimeux, il y a 2 gouttes de sang. Mais si le serpent n'est pas venimeux, il y a beaucoup de sang. D'accord. Donc celui-là, sa morsure ressemble plus dangereux. Et il n'est pas dangereux. On doit mettre seulement de l'alcool et ça passe. Ça, c'est le boïdon, c'est le serpent qu'on trouve partout dans l'Afrique. Partout dans l'Afrique. Il est toujours menacé de mort, il n'est pas dangereux. Sa morsure n'a aucun danger. Oui. Le boïdon est un excellent chasseur de rongeurs, aidant ainsi à préserver les récoltes et à limiter les dégâts causés par les nuisibles. Ici, on a un autre serpent qui n'a aucun danger contre l'homme. Il est en train de se muer. C'est un serpent qui vit sous sol. Il est toujours sous sol, parce qu'il y a des vers de terre qu'il doit manger, etc. C'est le muller. Il fait partie de la race des boïdés. Vous le voyez, celui-là, il n'a aucun danger contre les hommes. Et les gens sont en train de l'écraser nuit et jour. Il n'a aucun danger contre nous. C'est un serpent qui est d'accord même d'être empoché. On peut même l'empocher. Il peut rester ici durant une journée sans mordre, sans faire aucune réaction. Et il est toujours menacé de mort. Ça, c'est le muller. Pas de danger contre l'homme. Il ne mordra jamais les humains. Et il est très rapide pour étrangler les souris dans une seconde. Mais quand il détecte avec la langue, au bout de la langue, avec les 2 antennes, c'est l'antenne droite qui pose la question. En remettant dans le palais, il prend la réponse avec l'antenne gauche. Si c'est l'humain, il n'a rien contre les humains. Donc c'est un serpent qu'on doit protéger parce qu'il diminue les souris, les rongeurs, etc. Mais est-ce qu'il est très présent en Afrique? Oui, il y en a beaucoup même. Mais comme il se cache sous sol, il se camoufle sous sol durant la journée et la nuit qu'il sort pour prendre quelque chose de manger. Après, il respire tranquillement sous sol. Notre découverte nous mène maintenant vers le Naija Age, autrement connu sous le nom de cobra égyptien, un serpent reconnu pour sa rapidité, mais aussi pour son importance pour l'écosystème. C'est le seul serpent qui a la capacité de diminuer la naissance des rats palmistes et les écureuils, ce qu'on appelle le khoyok et le diar en wolof. Maintenant, il te donne l'alerte. Il te fait ça. Ce sont leurs paroles, parce que les serpents sont sourds. Ils n'ont pas les paroles comme nous. Ils parlent avec des actes. Et là, vous voyez, les hommes ils ont l'esprit, l'âme et le corps. Lui, là, il a l'esprit, l'âme et le corps. Mais la différence, c'est l'intelligence qui est évoluée. Ce sont les hommes qui doivent protéger les animaux. Donc celui-là, il te fait savoir, monsieur, j'étais mince et j'étais bas. Je marchais sous sol. Maintenant, j'ai soulevé ma coiffe, je l'ai élargie. Tu m'as vu au moins pour faire ton chemin. Moi aussi, je fais mon chemin. C'est ça, c'est ses paroles. Il a ouvert, il a élargi, il a mis la tête en hauteur pour te faire savoir vraiment, au moins tu m'as vu. Ah oui, il a élargi, donc ce qui veut dire que ce n'est pas là. Il te fleure, il est en train de t'affleurer. Oui, c'est les premiers actes. Mais si la personne ne recule pas, il va le poursuivre. Ce qu'il dit là, sur son corps, c'est laisse-moi en paix. J'ai bien ouvert, mais avant j'étais comme ça. Maintenant j'ai élargi la coiffe. Au moins tu m'as vu. C'est ça l'acte qu'il te demande.
Et si la personne ne recule pas, parce qu'on doit savoir, quand on fixe un serpent, il y a un rayon qui est très gênant pour le serpent, mais nous, on ne rend pas compte. Et ça le gêne. Quand on est devant un serpent, on doit essayer de changer de direction ou de mettre des lunettes sombres. Mais quand on reste là à le regarder, le serpent, il le prend comme une menace, il peut nous attaquer. Donc il faut changer la direction légèrement et vous l'observez. Et nous, on commence à partir, vous voyez que le serpent, il a baissé sa coiffe, maintenant, il est tranquille. Poursuivons notre exploration. Nous rencontrons la vipère Eschys leucogaster, une espèce venimeuse répandue dans notre région. Monsieur Gay nous donne quelques conseils lorsque nous sommes victimes de morsures de ce serpent. Il y a deux types de vipères. Il y a les vipères heurtantes qu'on voit ici à Dakar jusqu'à Thiès. Et de Thiès, dans les régions chaudes, on commence à trouver les vipères leucogaster. Vous voyez, il a la lumière qui donne la chaleur, parce qu'il est habitué à la chaleur. Et il est très toxique, très toxique. Ce qu'on appelle tio en Wolof. Son venin est hémotoxique. Quand il y a morsure de ce serpent, il faut prendre l'antidote. Et après l'antidote, il faut faire une opération. Sinon, à 1 an, on risque de perdre le membre. C'est pour cela que les gens ils disaient que les serpents sont des diables, etc. Parce que le venin continue à ronger la chair. Ici, on a le Naja nicrocolis. Tu vois, les serpents, ils aiment se cacher. Ils sont 2, mais on a mis des carabasses pour qu'ils puissent se cacher à l'intérieur. Voilà, l'autre est là-bas. Tout ça, c'est du venin. C'est du venin qu'il a craché à l'intérieur. Vous voyez, il crache. Parce que quand le serpent, on nous appelle des interventions, le serpent vient d'arriver. Il a la mentalité encore sauvage. Quand on les regarde, il commence à cracher. Voilà. Mais après, ils vont habituer, quoi. Tout ça, c'est du venin craché par le cobra Naja nicrocolis. Et donc lui, il est plus dangereux parce que s'il crache. Oui, il fait partie des 10 plus dangereux. Vous voyez, celui-là qui ne crache pas est encore plus dangereux parce que le serpent qui crache, quand il crache son venin, il le faut 10 jours pour avoir du venin concentré parce qu'il l'a perdu. Et le Naja là qui ne crache pas, il le conserve. Le venin est toujours concentré. Donc celui-là, quand il mord ou il crache, le degré du venin est un peu baissé. Mais il peut arriver jusqu'à 3 mètres. Il peut atteindre les 3 mètres. Son venin est neurotoxique. Le Naja micropolis, cracheur de venin, un serpent figurant parmi les plus dangereux. Grâce à sa capacité unique à cracher son venin sur ses prédateurs, il contribue à contrôler les populations de rongeurs, aidant ainsi à préserver les cultures et à réduire les risques de maladies associées. Enfin, nous terminons notre visite avec 2 vipères imposantes et dangereuses. La vipère heurtante, un serpent dit musclé, et la vipère sifflante. Ça, c'est la vipère heurtante que nous avons ici au Sénégal. Il y a la vipère du Gabon, Nassicornis, il y a même des vipères qui ont des cornes. La tête est rectangle. Si vous voyez un serpent écaillé, il ne faut pas l'approcher. Il ne faut pas l'approcher. Les serpents qu'on peut toucher, ils n'ont pas des écailles. Celui-là, il est très dangereux. Aussi, ses yeux sont comme les yeux des chats. Il y a un trait vertical sur les yeux. On ne voit même pas ses yeux. Voilà. Approchez-vous. Voilà, il y a un trait vertical. Voilà. Ça, c'est la vipère sifflante. Il peut siffler. Quand il sent des menaces, vous voyez le cobra, il ouvre sa coiffe. Et celui-là, pour donner l'alerte, il siffle. Il siffle pour te donner, pour faire savoir que je suis ici. Fais attention. Tous les serpents venimeux, avant de mordre, ils te donnent l'alerte. Et ça, c'est la vipère heurtante qui est en position d'attaque. Vous voyez, l'attaque est très rapide. En marchant, il est très lent. Il est très lent en marchant. Une ligne droite avec un trait au centre. Mais quand il attaque, il peut attaquer avec une rapidité de 25 km à l'heure. C'est la vipère heurtante. Il est mortel. S'il te pique ou qu'il te mord, ça foutu. Les 12 heures de temps, si vous allez à l'urgence, vous pouvez sauver. Il peut même mordre en laissant les dents, parce qu'il est musclé. Après, il y a 2 autres qui vont repousser. Il peut faire ça 200 fois dans sa vie. 200 fois. La vie de ce serpent, c'est de 30 à 40 ans. Il a attaqué quoi? Vous l'approchez, il commence à siffler. Vous sentez le siffle? Oui, j'entends le sifflement. Ouais. J'entends. Voilà, ça c'est l'attaque. Très rapide. Oui. Hyper rapide. Très rapide, 25 km à l'heure de rapidité.
Et puis, il est comme une ressole. Il peut se faire des sauts de 80 cm. Pratiquement, les agriculteurs, quand ils rapportent l'arachide, les souris, la nuit, ils vont pour voler l'arachide. Et le serpent, en détectant avec la langue, il peut rejoindre les souris, il peut rester là-bas dans les taux d'arachide. Et si la personne est venue sans utiliser les fourchettes, par exemple, en utilisant les mains, il peut prendre des morsures de serpent. Parce que ce qui est à l'ombre peut voir ce qui est au soleil. Voilà, ça c'est la femelle. Il prépare pour faire des naissances. On doit savoir que cet animal-là, la vipère, est une ovivivipare. Il n'est pas ovipare. Ovivivipare. Il fait des naissances. Il fait des naissances, il ne fait pas des œufs. Les autres, ils font des œufs, mais la vipère fait des naissances. Ovivivipare. Il y a des ovipares et des ovivivipares. Donc là, elle est en train de donner naissance? Oui, il se prépare pour donner la naissance. Vous voyez, la queue est large et courte. Oui. Celui-là, c'est le mâle. Ça, c'est le mâle. Vous voyez? Le siffle, là, c'est un avertissement qu'il donne. Fais attention, je suis ici, ne mets pas mon pied sur mon corps. Comme il n'a pas de coiffe à ouvrir, il est en train de siffler. Ici, vous l'entendez plus fort. Petit bonus, comment identifier une morsure de serpent? Comment on peut savoir que la personne est mordue par la vipère? Si la vipère mord, il y a 2 trous et il gratte parce qu'il est musclé. La morsure de la vipère est comme un point d'interrogation. Et les autres morsures de serpent venimeux sont seulement 2 points. Donc si vous voyez qu'il a piqué, il a gratté vers en bas, ça veut dire qu'on doit faire l'opération si on commence à voir que le pot commence à gâter. Voilà. Pourquoi point d'interrogation? Parce que c'est un serpent qui est très musclé. Et il est lent en marchant. Il est lent. Mais quand il attaque pour mordre, il a une rapidité de 25 km à l'heure. La morsure de ce serpent est très rapide aussi. Outre les reptiles que nous venons de rencontrer, le reptilarium abrite également des tortues terrestres, des créatures fascinantes dont les caractéristiques jouent un rôle important dans l'écosystème. Les tortues jouent un grand rôle sur l'écosystème. À la forêt, toutes leurs activités, c'est de creuser. Ils font des trous. Mais les trous qu'ils font là, ce sont les animaux qui ne peuvent pas creuser. Et c'est le bénéfice des animaux qui ne peuvent pas creuser. Quand il pleut avec le vent, il peut se cacher sous les trous que les tortues ont déjà fait. Donc le rôle est très important. Et à la mer, il y a les tortues marines. C'est les nettoyeurs des corails. Corail, c'est un bijou, un arbre qui est sous la mer. Et les gens font des bijoux de corail. Oui, et il y a les algues qui se sont attachées sur les corails. Et ce sont les tortues marines qui font le désert avec ces algues-là. Pour nettoyer les corails, en ce moment, les gens qui cherchent le corail, quand ils viennent, ils vont trouver que le corail doit être rouge et rose. S'il n'y avait pas les tortues marines, oui, ils ne peuvent pas savoir là où se trouvent les corails parce que le corail, ça devient vert. Donc, les tortues marines jouent aussi un grand rôle sur l'écosystème. Ces tortues ont une longue durée de vie. Elles peuvent vivre jusqu'à 120 ans. La tortue la plus âgée du reptilarium a 40 ans. Monsieur Gay nous montre comment reconnaître le mâle de la femelle et comment différencier les tortues herbivores et carnivores. Voilà, vous voyez ça, c'est le mâle. Le mâle, oui. On voit que le ventre, il y a un creux sur le ventre. Vous voyez ce creux-là? Ah oui. Voilà, ça c'est le mâle. Et si c'est la femelle, le ventre est droit. Voilà, on va voir la femelle. C'est la femelle. Voilà. Voilà, vous voyez, le ventre est droit. D'accord. Ça leur permet une facilité pour l'accouplage. Voilà. Bon, les tortues herbivores, vous voyez les pattes de devant là, ça ressemble comme les palmiers. Ah oui. Vous voyez, c'est pareil. Oui, et si la tortue est herbivore et carnivore, oui, les pattes la peau est lisse. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des tortues à la maison. Au lieu de leur donner la viande, ils les donnent de la salade, fruits et légumes. Et il y a des tortues qui mangent fruits et légumes, comme les tortues terrestres. Et il y a les tortues qui mangent de la viande, du poisson. Ce sont les tortues marines et les tortues eau douce.
Qu'elles soient carnivores ou herbivores, les tortues sont des animaux à sang-froid qui s'exposent au soleil pour augmenter leur température interne. Elles passent la moitié de leur temps immobiles, ce qui pourrait être qualifié de sommeil. Les tortues herbivores sont essentielles dans la chaîne alimentaire. Leur alimentation à base de végétaux contribue à la dispersion des graines et à la préservation de la végétation. Le reptilarium accueille des singes. Nous avons eu l'opportunité de rencontrer 2 singes femelles, Awa et Lily, des êtres intelligents et sociaux. Leur agilité et leur comportement social contribuent à maintenir l'équilibre des écosystèmes forestiers en dispersant les graines à travers de vastes distances, favorisant ainsi la régénération de la végétation. De plus, ces singes se nourrissent principalement de fruits, ce qui les positionne en tant que vecteurs importants de la pollinisation des plantes. Notre voyage à travers le reptilarium nous a permis de prendre conscience de l'importance des reptiles ainsi que de certaines espèces telles que les tortues, les singes, dans le maintien de l'équilibre des écosystèmes. Malgré leur réputation parfois effrayante, ces animaux jouent des rôles importants en régulant les populations d'autres espèces, en préservant les récoltes, en dispersant les graines et en contribuant à la biodiversité. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Je suis très fier que vous êtes très content aussi, c'est partagé. Je vous remercie de la visite que vous avez fait ici au Reptilarium d'Anne. Ce que j'ai à dire, c'est qu'on doit protéger les animaux. On ne doit pas les tuer, parce que si on se rappelle bien, les moustiques, ils ont créé beaucoup d'emplois. Donc les serpents aussi jouent un grand rôle sur l'écosystème. On ne doit pas être des ennemis avec, parce qu'il y a des serpents qui n'ont aucun danger. Et les serpents non dangereux sont plus nombreux dans le monde. Parce que sur les 2700, il n'y a que 300 qui sont dangereux et il y a 2400 qui n'ont aucun danger. Donc on doit les protéger parce que c'est eux qui nous protègent devant les souris et les souris pouvaient amener beaucoup d'épidémies. Donc c'est notre santé, quoi. On doit les laisser jouer leur rôle sur l'écosystème parce que chaque animal joue un grand rôle sur l'écosystème. Je suis très content de votre visite. Le reptilarium, grâce à son travail de conservation et d'éducation, nous rappelle l'importance de préserver ces espèces et de comprendre leur rôle vital dans notre écosystème. En tant que spectateurs de ce monde fascinant, il est de notre devoir de prendre conscience de leurs valeurs et de les protéger pour les générations futures.